Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise les journées de l'orientation du bachelier. Ces journées qui vont durer une semaine ont pour objectif d'informer les nouveaux bacheliers sur les différents établissements et filières de l'enseignement supérieur. Les précisions d'Éric Goré. L'université Félix Houphouët-Boigny, prise d'assaut ce lundi matin par les nouveaux bacheliers à l'occasion des journées de l'orientation du bachelier. Ces journées ont pour objectif de trouver des établissements d'accueil à ces nouveaux étudiants. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce cadre d'échange va donner des rudiments à ces nouveaux étudiants pour leur permettre d'opérer des choix selon leurs capacités. Ça va aider les étudiants à mieux s'orienter. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est de permettre aux étudiants de s'inscrire en ligne en un temps limité. On a donné tout le mois d'octobre pour que les étudiants fassent leur préinscription. Parce qu'on dit souvent que nos universités ne sont pas dans les classements. Mais nos universités, pour être dans les classements, doivent déjà connaître le nombre d'étudiants. Vous ne savez même pas le nombre d'étudiants. Comment votre dossier peut être retenu pour être classé? Des stands d'accueil reçoivent ces nouveaux bacheliers pour répondre à leurs différentes préoccupations. Certains étudiants se disent déjà satisfaits. On m'a donné plus d'informations, comment faire pour être un bon marketeur et comment faire pour convaincre des clients. Les informations que m'ont donné les exposants m'ont vraiment très satisfait. J'ai choisi l'agriculture, j'aimerais faire l'agronomie. Voilà, donc c'est l'école à Zopé. Bon, les préinscriptions ont commencé, donc je vais aller m'inscrire là-bas, parce que c'est mon choix. La première édition des journées de l'orientation du bachelier va durer une semaine. Après ces journées d'orientation, une permanence sera assurée à l'université Félix Houphouët-Boigny pendant tout le mois d'octobre pour continuer à informer. Autrefois prisées par les touristes, les plages de Monogaga sont aujourd'hui infréquentables. Les sites sont en ruine. Qui va donc sauver ces belles plages, ces plages de Monogaga? À l'occasion de la semaine du tourisme, nous y avons fait un tour. Reportage. Situé à une quinzaine de kilomètres du bitume, sur l'axe San Pedro-Sassandra, Monogaga, localité touristique, se meurt. Plus de touristes à l'horizon. Et pourtant, on y trouve de belles plages avec une flore impressionnante. La plage ne fonctionne plus comme avant. Depuis la guerre, la route est dégradée. Oui, l'état de la route. Une route rocailleuse, difficile à pratiquer. Des fois, on arrive sur la côte Caillou, on est obligé de descendre les gens. S'il y a un peu de bagage dans le véhicule, on descend les gens, on débrouille pour monter, on vient garer sur la colline, les gens marchent pour nous trouver sur la colline. En plus de la voie d'accès impraticable, il n'y a pas de réseau téléphonique à Monogaga. Et handicap pour le tourisme. On a un problème de communication ici, il y a la partie verte là, on quitte dans le village et puis sur là-bas on va communiquer. Donc ici vraiment, on a un problème de réseau ici. À Monogaga, le seul et unique réceptif hôtelier est à l'abandon dans les broussailles. Bon, ça c'est l'hôtel Le Langouste d'Or. En 1997, l'hôtel on vivait dans l'hôtel quand les gens venaient. Aussi le bar, le restaurant. Les quelques résidences plus ou moins fonctionnelles sont le lieu de repos des pêcheurs. Et les plages sont devenues aujourd'hui le garage de bateaux de pêche artisanale. Les gens ne viennent pas, voilà pourquoi toute la plage, il y a des bateaux là-dessus. Sinon, quand les touristes viennent, tout ça enlève. Des maisons de touristes sont heureusement réhabilitées ou en voie de réhabilitation, ce qui donne un peu d'espoir à Monogaga. Monogaga avant, paradis terrestre chanté par l'artiste Mewé, risque de n'exister que de nom si rien n'est fait.
La Côte d'Ivoire a été désignée hier lundi à Istanbul en Turquie pour abriter le prochain congrès de l'Union postale universelle en 2020. Cette désignation intervient à l'occasion du 26e congrès de l'UPU qui se tient en Turquie. La délégation ivoirienne conduite par le ministre Koné Bruno a accueilli ce choix porté sur le pays dans la ferveur avec elle les pays africains présents à ces assises. Notre envoyé spécial, Michel Digri. Si la joie est si grande, c'est parce que depuis 1934, en Égypte, aucun pays africain n'avait obtenu l'organisation du congrès de l'Union postale universelle. La Côte d'Ivoire devient ainsi le second pays africain à avoir le privilège d'abriter la grande messe mondiale de la poste. Venez encourager ce continent, prometteur qui est probablement l'une des prochaines frontières du développement des services postaux dans le monde. Venez tout simplement vivre une expérience différente, un congrès aux saveurs africaines. Un congrès aux saveurs africaines en terre d'Eburnie, c'est tout le continent qui s'en réjouit. Je suis véritablement très fier de cette victoire de la Côte d'Ivoire, qui est une victoire de l'ensemble du continent, puisque le continent se sent honoré par cette victoire. La Côte d'Ivoire va honorer l'Afrique en abritant ce congrès. 2020, c'est seulement dans 4 ans, mais le ministre Bruno Koné rassure, la Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour ne pas rater ce rendez-vous. Ici, en Côte d'Ivoire, à Katiola précisément, la circulation a été perturbée hier lundi. La ville a été le théâtre de violentes manifestations de jeunes proches d'une victime de bavure policière. Yaya Sogoba, âgé de 21 ans, a trouvé la mort suite à une altercation avec des agents de police de la localité. Le calme est revenu dans l'après-midi après des rencontres initiées par les autorités de la ville. Le reportage est signé de nos confrères RTI Boaké. Katiola, chef-lieu de la région du Hambol. La journée du lundi a été dominée par de violentes manifestations. À l'origine de ces troubles, des populations en colère suite au décès par balle d'un jeune homme de 21 ans. Le défunt aurait eu une brouille avec la police. Ce monsieur est un repris de justice. À la faveur de la grâce présidentielle, lorsqu'il est sorti de prison, il est même venu au commissariat pour réclamer 10 millions que lui doit le commissariat de police. Bon, j'ai trouvé que c'était enfantin. Je lui ai même dit de partir du commissariat. Il en est parti. Avant-hier, aux environs de 2 h du matin, ce même est revenu, cette fois-ci, au poste où il a pris une chaise pour vouloir assommer l'adjudant. Malheureusement, les autres n'ont pas pu le secourir afin de l'appréhender. Ce matin, vers les 11 h 30, j'attendais des tirs. Renseignement pris, on me dit que ce jeune drogué voulait encore s'en prendre à un de nos éléments, le conducteur, et qui, malheureusement, a usé de son arme à feu. Ce que les gens ne savent pas, il avait commencé à avoir des troubles. Que moi, je le sais, parce que c'est moi qui venais à son secours, et puis je le calmais pour qu'il puisse mettre la balle à terre. Dans de la réconciliation, nous on accepte, voilà, on se remet aux autorités pour que la paix revienne dans tous nos cœurs. Conséquence de ce malheureux incident, un mort, un élève blessé par balle, le commissariat et véhicules de police incendiés, domicile des forces de l'ordre saccagés et pillés. Les autorités locales ont initié des rencontres avec les leaders de communauté afin de ramener le calme. C'est vraiment regrettable. Nous sommes sûrs que n'eût été les circonstances, on aurait pu éviter cela. Notre appel à toute la population, c'est de nous faire confiance pour une gestion vraiment sereine de cette situation. Et les enquêtes seront faites pour que les circonstances effectives dans lesquelles les jeunes ont trouvé la mort puissent être élucidées. Nous avons promis à la famille de nous occuper complètement des obsèques ainsi que des cérémonies du 7e jour pour que justement l'âme de notre frère décédé repose en paix. Quand nous quittions Katiola, la ville avait retrouvé sa quiétude.
Une semaine après la signature de l'accord de paix avec les FARC, les Colombiens ont voté à 50,21% contre le texte. Le rejet surprise par les Colombiens de l'accord de paix conclu par le gouvernement avec la guérilla des FARC plonge la Colombie dans l'incertitude et met en difficulté son président Juan Manuel Santos. À 50,21% contre 49,78%, les Colombiens ont voté ce dimanche contre l'accord de paix qui vise à mettre un terme à 52 ans de conflit entre la guérilla des FARC et le gouvernement. L'abstention s'élève à 60%. Ce verdict des urnes surprend une partie de la population. Nous avons perdu l'opportunité pour de nombreuses municipalités en Colombie de retrouver la paix, d'avoir la possibilité d'avoir un poste de police ou de pouvoir employer des gens dans plusieurs domaines. Nous, les Colombiens, nous sommes un pays bizarre parce que malgré toutes les souffrances que nous avons connues depuis 60 ans, nous disons non. L'autre partie en est plutôt satisfaite. Nous voulons tous la paix, mais nous n'avons pas l'information complète sur l'accord que le gouvernement a fait avec les FARC. Je suis tout à fait d'accord avec la décision du non prise hier. Je suis totalement d'accord et je pense que c'est très bien de dire non à ces accords. Les opposants à l'accord avaient fait campagne en dénonçant notamment le laxisme des sanctions prévues contre les auteurs des crimes les plus graves. Le devenir de l'accord, largement soutenu par la communauté internationale, est désormais incertain. Pour le président José Manuel Santos, le cessez-le-feu reste en vigueur. Le chef des FARC, Timoshenko, lui réitère la disposition des guérilleros à ne faire usage que de la parole comme arme de construction de l'avenir. Au fil des décennies, ce conflit a fait plus de 260 000 morts, 45 000 disparus et environ 7 millions de déplacés. En bref et en images, l'ouragan Matthew en provenance des Caraïbes menace de frapper la Jamaïque et Haïti dimanche et lundi, puis Cuba. Après avoir atteint la catégorie 5 avec des vents soufflant à 260 km/h, il a finalement été rétrogradé à 4. En Jamaïque, une surveillance ouragan a été déclenchée, tandis qu'une alerte de tempête tropicale est en cours pour Haïti et le sud de la République dominicaine. Ces pays s'attendent à des pluies torrentielles et des inondations. Dimanche dernier, 2 octobre, Rigobert Song, l'international camerounais, a été victime d'un accident vasculaire cérébral. L'ancien joueur de Metz et de Lens se trouvait lundi matin dans un état de coma. Les pouvoirs publics envisagent une évacuation sanitaire vers l'Europe par aéronef médicalisé. L'ex-capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, qui est actuellement sélectionneur de l'équipe A du pays, a été admis au centre des urgences de Yaoundé. La ville éthiopienne de Bishoftu est en deuil après la mort d'au moins une soixantaine de personnes piégées dans un mouvement de foule après des affrontements avec la police pendant le traditionnel festival Oromo Iresha. La région Oromo est la plus importante du pays et est en proie à un vaste mouvement de contestation anti-gouvernementale. 10 femmes qui avaient fait allégeance à l'EI, l'organisation de l'État islamique, et voulaient commettre des attentats suicides ont été arrêtées hier lundi 3 octobre par la police marocaine, très actif dans la lutte antiterroriste. C'est la première fois que le Maroc démantèle une cellule djihadiste entièrement féminine. Un nouveau drame de l'immigration a été évité tôt hier lundi matin 3 octobre. Plus de 5600 personnes ont été secourues grâce à plusieurs navires humanitaires qui ont été mobilisés en mer. Et puis pour terminer, rendons-nous aux États-Unis où la Maison-Blanche est à bout de patience avec Moscou. Les États-Unis ont annoncé hier lundi qu'ils interrompaient leurs pourparlers avec la Russie à propos d'un cessez-le-feu en Syrie. Washington accusant Moscou et Damas d'avoir choisi la voie de l'escalade militaire. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est avec Mariam Touré.